Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je voulais mettre un peu les pieds dans le plat parce qu'il y a un truc que je vois très souvent. Quand on m'appelle, souvent pour un projet et que je rencontre, donc je visite des maisons qui ont vécu des rénovations, que ce soit par les personnes elles-mêmes ou par les précédents propriétaires. Mais ce que je vois souvent, c'est des personnes qui ont pris le temps, qui ont fait des choix, souvent pensés et judicieux, j'espère. Parfois même, elles ont mis un vrai budget dans des matériaux. Et pourtant, quand je vois le résultat, clairement, c'est pas nickel. Rien de catastrophique, mais il y a un petit décalage, un truc, une impression que la maison, elle est pas totalement finie, pas totalement aboutie. Et très souvent, on met ça sur le dos du bon goût, du budget ou des matériaux, alors qu'en réalité, tu vas voir, c'est pas tout totalement ça. Dans cet épisode, j'avais envie de t'expliquer pourquoi certains travaux donnent un rendu amateur. Non pas pour juger, clairement, c'est loin de là mon objectif, mais pour te permettre à toi qui rénove, qui te lance dans un projet de réno, d'éviter ces erreurs qui laissent un goût de déception finalement. Parce que moi, je veux que tu sois fier de ce que tu as réalisé. Et tu vas voir que ce qui fait la différence, c'est pas toujours de mieux faire, mais c'est plutôt de mieux penser. Parce que ce que l'œil repère immédiatement en entrant, quand tu entres dans une maison qui a été rénovée, effectivement, le cerveau, il analyse énormément de choses en quelques secondes. C'est comme quand on visite une maison pour la première fois, on dit que l'avis s'est fait dans les 2 premières minutes. C'est un peu la même chose quand tu entres dans une maison rénovée chez quelqu'un. Et donc, quand quelqu'un entre chez toi, c'est un peu la même chose. Avant même de réfléchir, avant même de savoir si tu aimes ou si tu aimes pas, la première chose que tu captes, c'est les matériaux. Pas le prix, pas la qualité technique des matériaux, mais ce qu'ils racontent. Un matériau, il peut être très beau en magasin et pourtant, il peut être complètement à côté de la plaque une fois posé chez toi. Parce qu'un matériau, en fait, il n'existe jamais seul. Il existe avec la lumière, il existe avec le volume, les espaces, la hauteur sous plafond, l'époque architecturale de la maison, ce que ça peut raconter, et les autres matériaux autour. Je te donne un exemple. Un carrelage hyper original, imaginons un zélige avec une forme atypique, très contrastée, un peu graphique, mais qui peut tout de suite donner une impression de catalogue Instagram et qui va être en complète dichotomie, je sais pas comment dire, avec le reste de ton intérieur. Et donc, en soi, il est pas moche, mais il prend peut-être trop de place visuellement ou il est déconnecté. Et il devient du coup le sujet principal de la pièce. Or, dans un intérieur équilibré, les matériaux, ils doivent vraiment soutenir l'espace, pas dominer l'espace, tu vois, pas être un truc qui te saute aux yeux. Quand ils sont trop démonstratifs, parfois l'œil, il peut se fatiguer vite. Il faut que ce soit un juste équilibre entre les matériaux. On peut faire le choix d'un carrelage hyper original, mais effectivement, il faut que ce soit cohérent et équilibré. Et c'est là où la ligne, elle est hyper difficile à connaître finalement.
Et ce qu'on ressent en circulant dans la maison est également hyper important. Une fois que tu passes la première impression, c'est le corps qui prend le relais, en fait. Tu marches, tu traverses les pièces, tu changes d'espace, et c'est souvent là aussi que tu sens qu'il y a quelque chose de déréglé. Des ruptures de sol qui vont pas, des seuils que tu ne comprends pas, des transitions invisibles ou visibles qui sont maladroites, mal faites, peut-être même épaisses, même c'est clairement visuellement tu vois que les choses sont pas terribles. Tu sens que les pièces ont été pensées séparément, comme si chaque espace avait été décidé à un moment différent sans avoir de vision d'ensemble. Et ça, je le dis aussi souvent. La vision d'ensemble, elle est primordiale. C'est ce qui fait, effectivement, si elle est absente, que l'espace, la maison, l'appartement, le bien en général, manque de fluidité et d'harmonie. Et tu sais pas dire pourquoi, mais c'est quelque chose que tu ressens du coup physiquement. C'est pas apaisant. Un intérieur bien pensé, c'est un intérieur où les transitions, elles se font sans même qu'on le remarque. Quand on commence à voir les jonctions, c'est souvent le signe que la réflexion, elle est arrivée trop tard dans les espaces, ou même qu'il n'y en a pas eu du tout. Enfin, on en a déjà un peu parlé, et c'est souvent à quoi on pense, mais tu vois que j'en parle seulement en troisième, c'est que il n'y a pas que ça, c'est les finitions. Évidemment, c'est là où le niveau il saute aux yeux. Naturellement, le regard, il s'attarde sur les finitions. Elles parlent toutes seules, les finitions, surtout si elles sont inexistantes. Mais quand on a essayé de faire des finitions et qu'elles sont pas terribles, ben évidemment, on le voit tout de suite. Les joints, les peintures, les plinthes, les angles, les raccords, c'est ce qui c'est ce qui raconte les belles finitions ou les finitions bâclées. Et c'est rarement des grosses erreurs, mais c'est plutôt des petits détails répétés. Une peinture qui coule par-ci, une trace d'enduit pas bien poncée par-là, une crédence qui va peut-être pas jusqu'au bout ou, tu sais, dont le profil est pas bien terminé, une plinthe coupée approximativement ou dont l'angle est décalé, ou même un joint acrylique qui n'est pas fait. Chaque détail pris seul paraît anodin, mais ensemble, tout ça fait que c'est pas terrible. Et c'est important de le dire en fait, une finition ratée, elle est presque jamais un problème de compétence en soi, parce que c'est juste une question de temps et de précision. Et donc un problème de fatigue, de timing, de pression de fin de chantier, parce qu'à la fin, clairement, on en a marre et on a juste envie que ça se termine. Et on se dit «Oh, c'est bon, ça ira bien comme ça». Sauf que c'est l'accumulation de ces petits détails qui crée un résultat pas à la hauteur. Et donc ce que ces défauts racontent réellement, c'est un manque d'anticipation finalement, parce que c'est pas une fois que tu arrives au moment des finitions qu'il faut penser à tout ça. À ce stade, effectivement, on peut se poser la vraie question. Pourquoi ces détails existent? Souvent, c'est parce que beaucoup de décisions ont été prises trop tard, sur le chantier, sous le stress du chantier, entre deux corps d'état, quand il faut trancher vite. Il faut prendre une décision. La couleur de peinture qui est décidée à la dernière minute, le type de luminaire qui est choisi après la pose des plafonds, et on se rend compte que finalement, on veut plus une suspension, mais on veut des appliques. Donc il faut refaire des tranchées, et donc les finitions, on y va vite. Les prises qui sont positionnées sans penser aux meubles qui seront installés, et donc elles sont pas au bon endroit et on les laisse pas au bon endroit, ou on veut reprendre et donc on le fait à la va-vite, et donc c'est ce qui fait des finitions pas terribles. Le chantier, il devient alors un lieu de création. Or, le chantier n'est pas un lieu de création. Il n'est pas fait pour ça. Le chantier, c'est un lieu d'exécution. On exécute ce qui a été créé, pensé avant. Et quand les décisions arrivent trop tard, c'est ce qui fait qu'elles peuvent être incohérentes. La maison, elle garde une trace de ces arbitrages incohérents qui sont faits à la va-vite, trop tardifs, sous le coup de la pression. Et plus tu en as, plus ça se voit. Et plus en plus, la fatigue s'accumule, la fatigue décisionnelle, et ce qui ne te permet pas, dans l'exécution, de créer des belles finitions. Et puis il y a la vie aussi, l'usage quotidien, les gestes répétés tous les jours. Et quand la maison ne suit pas ton mode de vie, quand l'usage n'a pas été suffisamment bien pensé, la maison, elle devient contraignante. Un éclairage joli, esthétique, mais inefficace. Un passage trop étroit, un meuble mal placé, une porte qui est pas dans le bon sens et qui gêne la circulation,
C'est souvent ces petites choses qui créent une gêne permanente. Et tu vois là aussi que les choses n'ont pas été bien pensées en amont. Et inconsciemment, on sent que la maison, elle n'est pas totalement au service de ta vie. Un professionnel de l'accompagnement, de l'architecture d'intérieur, il va toujours penser d'abord les usages et les besoins avant de penser l'esthétique. Personnellement, tu le sais, j'adore penser l'esthétique. Mais effectivement, même si j'ai aussi toujours tendance à penser l'esthétique avant la fonctionnalité, je t'encourage à ne surtout pas oublier la fonctionnalité et les aspects techniques. Pour moi, la meilleure décision, c'est celle qui, effectivement, trouve le bon compromis entre tous ces critères fonctionnels, techniques, esthétiques. L'esthétique vient habiller l'usage et les besoins, pas l'inverse. Le rendu, il peut être joli, mais il est rarement confortable. Donc, pense d'abord au confortable et tu trouves toujours un moyen de le rendre joli, en réalité. Et donc, effectivement, c'est ce qui fait la différence entre un rendu amateur et un rendu professionnel. C'est pas une différence dans le talent ou dans les idées, ni dans le budget, ni dans le bon goût, tu vois. Elle est vraiment dans la manière de penser ton projet et les conséquences que ça aura dans l'exécution de ton projet. Un projet amateur, souvent, il se construit au fil de l'eau des travaux. Et donc, tu prends pas les bonnes décisions. Un projet professionnel, il se construit avant, par étapes, dans un certain ordre, dans la planification, dans la préparation, dans l'anticipation. C'est pas pour figer chaque détail parce que, effectivement, une fois que t'es dedans, tu peux changer d'avis, mais tu le fais en toute connaissance de cause. C'est plutôt pour donner un cadre et faire les choses dans le bon ordre. Avoir une vision globale, un fil rouge, un fil conducteur. Parce que rénover, c'est pas seulement faire des travaux, c'est pas juste exécuter, c'est aussi concevoir des espaces qui remplissent des fonctions pour répondre à tes besoins, à ton mode de vie, à tes habitudes. Et c'est prendre une succession de décisions, de multiples décisions, je le dis souvent, qui doivent être prises dans le bon ordre et au bon moment. Et ça, effectivement, c'est ce qui est le plus difficile à faire dans un projet de réno, quand on n'a pas l'expérience, quand on l'a jamais fait, clairement, quand on l'a déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, on commence à comprendre, ou quand on a été formé, évidemment. Mais clairement, si tu es novice, c'est des choses sur lesquelles tu dois vraiment prêter une attention toute particulière parce que c'est à ces endroits-là que tu peux commettre des erreurs que la plupart commettent. Bref, si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est bien celle-ci. Les travaux amateurs ne viennent pas d'un manque de compétences, ils viennent d'un manque d'anticipation. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça, tu peux l'apprendre. Tu peux le caser dans ton planning. Il faut évidemment en avoir conscience. Mais avant de casser, avant de commander, avant de poser, c'est exactement pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est bien pour t'aider à faire les bons choix au bon moment et dans le bon ordre pour ta maison, pour que ça réponde à tes besoins et à ta vie, en fait, ta vie idéale. Et si cet épisode, il a pu t'aider, alors j'en suis ravie. Et donc, comme on arrive à la fin, je t'invite effectivement à le partager autour de toi ou sur Instagram, à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est quelque chose qui m'aide énormément à faire connaître le podcast à d'autres personnes qui se lancent dans la rénovation comme toi. Et je te remercie évidemment de ton écoute. Je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.